Bonjour Jean-Christophe, je suis contente que tu aies accepté cette interview. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis médecin psychiatre, j'exerce en libéral. Je suis aussi médecin du sport et je fais plutôt, plus particulièrement des thérapies ACT, des thérapies ACT, qui Mhm. sont des thérapies de l'acceptation et de l'engagement. C'est des thérapies qui appartiennent aux thérapies comportementales et cognitives dites de troisième vague. C'est une proche cousine de la pleine conscience. L'idée, c'est d'apprendre à négocier avec ce qui se présente à nous tout en se rapprochant de ce qui est important pour soi et gagner en flexibilité psychologique dans la vie. D'accord, très bien. Alors, je me présente à mon tour. Je suis Séverine Aliou, je suis coach et je me dirige essentiellement à aider les dirigeants de structures sanitaires et sociales et je leur propose de mettre en place les changements nécessaires pour s'entourer de personnes impliquées et de personnes engagées pour pouvoir fidéliser leur personnel et créer Mmh. une dynamique dans leur établissement. Alors aujourd'hui, je crois que l'actualité du jour, bah, c'est ton livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai écrit avec Sophie Le Guen un livre qui s'appelle Débranchez votre mental, trucs et astuces pour arrêter de ressasser et profiter de la vie. Mhm. C'est un livre extrêmement pratique, extrêmement fonctionnel, un peu décoiffant pour savoir comment négocier son intériorité. Parce qu'il s'avère que dans notre société, personne ne nous apprend à négocier notre antériorité. Mhm. Et on oublie qu'il y a une part humaine des ressources. Et que si on ne prend pas soin de cette part humaine, eh ben, ça va entraver notre chemin de vie et puis aussi l'efficacité de l'entreprise. Mhm. Donc, moi, j'aime bien donner des outils très pratiques, très fonctionnels, bien expliquer comment ça marche pour que tout le monde, dès la première page, puisse appliquer ce que je propose. Donc, c'est très empreint de la thérapie acte. Et dans la thérapie acte, on utilise beaucoup d'images, beaucoup de métaphores, ce qui fait que une fois qu'on a vu, ben, on ne peut plus ne plus voir. Donc, finalement, on apprend plein de choses sans se forcer. Mhm. Ça nous imprègne automatiquement. Et dans mon parcours, j'ai fait de nombreuses études donc comme psychiatre pour essayer d'être intelligent. Mais après, je dis souvent que j'ai fait aussi de nombreuses études pour apprendre à être un peu con. C'est-à-dire que j'ai fait des études de clown. Et donc, moi, j'aime bien que ça soit très vivant, très fonctionnel, très rigolo ce que je propose. Et dans mon approche, il y a beaucoup d'humour et de vie parce qu'il est urgent de vivre. Super. Tu travailles également, donc tu nous as dit que tu étais médecin psychiatre, mais tu es également médecin du sport. Tout à fait. Donc moi, ce que j'aime effectivement dans les images, c'est cette image du marathonien. Souvent, on se dit qu'il a ce mental pour tenir ce parcours qui est assez compliqué au niveau du physique. Est-ce que tu as, toi, dans ton expérience, constaté euh, comment est-ce qu'il faisait pour mettre en place ce mental dans leur course? Notamment dans le marathon, déjà, c'est un engagement, c'est une intention. Mhm. Et dans le marathon, on prend soin de soi dès les premiers kilomètres. C'est-à-dire que dès les premiers kilomètres, bah, il y a des pauses pour se nourrir, pour s'hydrater. Hein, et comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Et si on attend de prendre soin de soi quand on est fatigué, bah, c'est trop tard. C'est de la même façon pour les gens qui font du tennis à Roland-Garros. Dès le premier jeu, on Mhm. s'arrête pour manger, s'hydrater, prendre soin de soi. Donc, même si le chemin est long, Mhm. et ben, il faut pas oublier de respirer. C'est comme en musique. Les silences sont aussi importantes que les notes. Et les respirations, même quand on joue du Mozart, il y a beaucoup de notes. Pour aller jusqu'au bout du morceau, il faut penser à respirer. Donc, il y a cette démarche dans le marathon qui est de savoir prendre soin de soi au fur et à mesure. Savoir gérer sa respiration, ses besoins alimentaires, ses émotions au fur et à mesure. Puis, de la persévérance.
j'avais vu un post que j'ai beaucoup aimé sur Internet là, il y a très longtemps. J'avais mis un professeur sur son tableau qui disait que le lion, dans 85% des cas, ratait sa proie. Et pourtant, il est considéré comme le roi des animaux. Et ce qui fait la différence, c'est sa persévérance. Donc, le marathonien, c'est quelqu'un de très persévérant, qui s'entraîne. C'est pas le fruit du hasard. Un sportif, pour faire une performance, c'est pas le fruit du hasard. Mais quand on fait du marathon, on se concentre sur chaque instant. Et c'est chaque pas qui amène le suivant. Et souvent, dans le monde de l'entreprise, on a tendance à voir les choses en termes d'objectifs. Mais le problème, c'est que dès qu'on voit les choses en termes de résultats, c'est anxiogène. Penser à réussir, c'est penser à qu'on peut perdre. Penser est-ce que je suis en forme, c'est penser que peut-être je suis pas en forme. Penser est-ce que je suis jolie, c'est peut-être que je suis pas jolie. Donc vous voyez que dès qu'on pense en termes de résultats, on crée la pensée anxiogène qui va avec et qui nous empêche finalement d'aboutir. Et le marathonien, pour y arriver, il s'inscrit vraiment dans l'instant présent parce que comme on dit dans le karma, c'est ce qu'on fait dans le présent qui construit notre futur. Donc, c'est une vraie intention, un vrai engagement qui s'inscrit dans le présent. Et je crois que tout chemin de vie se fait de la même manière. On peut être le plus grand champion de cycliste. Il y a un caillou qui est sur la route et on se casse la figure, on arrive dernier. Donc, personne ne contrôle le résultat. Par contre, ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on fait dans l'instant présent. Et après, ça nous amène à de belles surprises sur des choses qu'on n'avait pas imaginées. Et donc, c'est ça qui est très fort chez le marathonien et d'ailleurs chez plein de sportifs, c'est cette capacité à construire son chemin de vie en étant ancré dans l'instant présent. Et je pense que les chefs d'entreprise, eux aussi, bon, après, on a une boussole, on sait vers où on va. Il y a une boussole auquel on a réfléchi, mais le futur se construit avec nos actions du présent. Super, c'est une belle métaphore, très bien. Alors, donc, on a vu l'exemple des marathoniens. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le travail que tu fais, par exemple, au sein du ministère et comment est-ce que tu abordes les problématiques qu'on voit à l'heure actuelle dans les médias avec la police, les difficultés Alors, j'ai fait tout récemment une conférence pour le ministère de l'Intérieur sur le thème comment prendre soin de soi dans l'exercice de ses fonctions. Parce que quand on travaille au ministère de l'Intérieur, qu'on soit policier, qu'on prépare les élections, on est très éprouvé par le quotidien. C'est un marathonien permanent où il faut être à 500% en permanence. Donc, c'est leur donner des outils pour prendre soin d'eux. Et la première étape, pour ma part, c'est déjà de leur expliquer comment fonctionne un être humain. Parce qu'on ne sait pas comment fonctionne un être humain. Personne ne nous apprend à gérer notre intériorité. C'est-à-dire que quand on est enfant, je vais être un peu cru, on nous apprend à faire pipi, caca, à manger proprement, à discerner de l'amour parental aux amours amicales et tout ça, mais personne nous apprend à gérer nos pensées, nos émotions. On apprend à être continent de notre pipi et de notre caca, mais on ne nous apprend pas à être continent de nos pensées, de nos émotions. Il y a tout un apprentissage à faire. Déjà, il faut en avoir conscience. Et puis, cet apprentissage passe notamment par la pratique de la méditation de la pleine conscience, qui permet d'observer son intériorité pour pas être esclave de ses pensées et ses émotions, et faire ce qu'il faut au fur et à mesure pour gérer ses émotions et pas être débordé par ça. Et puis, apprendre à faire des choix. La première étape, donc, c'est savoir observer ce qui est à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Et la deuxième étape, c'est faire des choix pour s'adapter aux circonstances. D'ailleurs, tous les troubles du travail, comme le burn-out, autre chose, c'est pas des maladies en tant que telles, parce que derrière tout ça, c'est des troubles de l'adaptation. Et dans les troubles de l'adaptation, ça dépend d'un contexte qui est plus ou moins difficile, mais ça dépend de ses capacités à s'adapter. Et pour s'adapter, il est nécessaire de faire des choix. Et travailler en entreprise, c'est une histoire de compromis social. Forcément, l'entreprise a sa logique de performance, sa logique de résultat. Mais nous, on n'est pas obligé en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, d'être esclave de cette logique-là qui risque de nous appauvrir. Et nous avons à être acteurs pour construire son compromis. Et moi, je résume ça dans un slogan que je propose aux gens que j'accompagne, c'est comment
concilier l'épanouissement personnel et l'efficacité de l'entreprise. Et si on ne tient pas compte des deux, ben, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on sait que l'entreprise moderne devra être une entreprise humaine parce que plus on est bien, plus on est à l'aise dans son entreprise, plus on est créatif, plus on est efficace. Et quand on est un manager, on doit pouvoir faire des choix entre ce qu'on fait et ce qu'on partage. Et un bon manager, au fond, c'est un chef d'orchestre qui aide ses salariés, ses managers à donner le meilleur d'eux-mêmes, générer et c'est pas faire à la place de ses salariés, faire à la place de ses managers. Et c'est très difficile d'avoir, ça s'apprend d'avoir ce rôle de chef d'orchestre pour aider que le collectif fasse la plus jolie musique ensemble. Mhm. Est-ce qu'on peut parler de lâcher prise aussi? Lâcher prise, c'est un petit peu un terme un peu galvaudé, mais en tout cas, muscler sa liberté d'être. C'est pour ça que le clown est quelque chose de très intéressant pour moi, parce que le clown, il est particulièrement libre, c'est-à-dire qu'il joue de toute contrainte. Et en entreprise, c'est quoi jouer de toute contrainte? Un très bon exemple, c'est l'exemple des fabricants 3M qui ont inventé une colle qui ne marchait pas très bien. Et comme elle ne marchait pas très bien, ils ont inventé les post-it. Ils en ont fait une opportunité. Ils n'ont pas dit mince, j'ai merdé, c'est nul. Ils en ont fait une opportunité. Donc, quand on muscle sa liberté d'être, ça nous permet d'être créatifs et de composer avec tout ce qui se présente à nous. Parce que dans l'idée de la thérapie ACT, c'est que la vie ne se passe jamais comme on voudrait. C'est la fameuse phrase de Forrest Gump qui dit la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Une autre manière de dire, c'est Miles Davis qui dit il n'y a pas de fausse note, tout dépend de la note suivante. Donc, quand on est chef d'entreprise, tout dépend de ce qu'on fait, de ce que nous propose à la fois nos équipes, l'environnement professionnel. C'est l'art de savoir composer pour avoir la créativité pour amener l'efficacité de l'entreprise. D'accord. Alors, ça fait déjà 2 ou 3 fois que tu nous partages ton expérience sur ton travail de clown. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs ou en tant que dirigeants, on peut bénéficier des bienfaits du clown? Alors, le clown, c'est un personnage qui n'est pas très bien connu parce que souvent, on confond le clown et le comique. Le comique, il joue un rôle pour faire rire. Le clown, ce n'est pas son objectif premier, il est lui-même le clown. Et le clown naît de son ridicule. Alors, c'est très intéressant parce qu'on passe notre temps à avoir l'air, alors que le clown, il se nourrit de ce ridicule et de cette fragilité, et c'est ça qui le rend terriblement humain. Pour approfondir ça, il faut regarder absolument ce documentaire qui s'appelle Tout va bien, le premier commandement du clown. C'est un documentaire qui suit des élèves à l'école de clown du Saint-Mauvard sur 2 ans. Au départ, c'est des gens comme vous et moi, puis ils apprennent à être clown. Et le réalisateur, ce qui l'intéressait, en fait, c'est le déformatage. Parce que c'est nos règles dans nos têtes qui nous contraignent et qui nous empêchent à être libres. Et dans ce documentaire, il y a plusieurs phrases que je trouve très belles. Déjà, celle que j'ai vaguement évoquée tout à l'heure, c'est que la liberté, c'est un muscle qui s'entraîne, la liberté d'être. Et deuxièmement, c'est que on admire les acrobates et on aime les clowns. Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère être aimé qu'admiré. Or, les clowns, c'est parce qu'ils sont bancals qu'on les aime. Donc, les clowns, c'est des gens qui sont à 500% dans l'instant et qui savent jouer de tout. Mais ils ne font pas n'importe quoi. Il y a un métier derrière. Hein, ce n'est pas la cour de récréation. C'est développer ses capacités de créativité pour pouvoir s'ajuster. Alors, ça se décline de plusieurs manières en entreprise. C'est que moi, je fais des ateliers de clown en entreprise, en tout cas d'exercices de pré-clown, parce que c'est une manière de laisser son cerveau de côté pour revenir avec des exercices corporels, de faire de la place à sa fragilité, de laisser faire de la place à sa sensibilité et pour pouvoir jouer de ses émotions et se réapproprier ses émotions et ne plus voir ça comme un problème. Et en faisant cela,
ben, on gagne en flexibilité psychologique pour négocier cette vie qui se passe jamais comme on le voudrait. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Pratiquer l'acte par le clown. Il y a beaucoup d'exercices pour les coachs. Il y a beaucoup de coachs qui aiment beaucoup ce livre parce que, en effet, il y a beaucoup d'exercices pratiques. Et puis, c'est aussi, je le propose de façon un peu coquine à mes patients qui sont en souffrance au travail. Dans le clown de cirque, il y a deux personnages. Il y a le clown blanc qui donne des ordres et l'Auguste qui dit oui, oui, mais qui n'en fait rien qu'à sa tête. Parfois, dans le monde de l'entreprise, il est difficile de dire non. Et puis, il est difficile de partir parce qu'on est, voilà, il y a des besoins financiers, tout ça. Et ben, c'est une bonne alternative de faire l'Auguste, c'est-à-dire dans le monde de dire oui, oui, mais d'en faire rien qu'à sa tête derrière. Il dit ah oui, c'est con, ça aurait été super quand même de faire telle chose, de faire tel projet, mais il n'y a pas eu les moyens, il n'y a pas eu le temps, mais c'est une super idée. Et finalement, ça nous permet de nous protéger de certaines situations de souffrance au travail. Parce que souvent, les gens qui sont en souffrance au travail, en burn-out, c'est la maladie des bons élèves qui appliquent une logique d'école qui ne s'adapte pas au monde de l'entreprise parce qu'il y a plein de choses qui vient parasiter ou entraver l'efficacité personnelle. Et puis, on oublie que l'entreprise, elle n'est pas là pour aimer les gens. Donc, il faut savoir se protéger, trouver la juste distance, le compromis personnel entre nos valeurs en termes de travail, les valeurs de l'entreprise et prendre soin de soi. C'est un équilibre personnel à trouver. Et mon équilibre, ça ne sera pas forcément le vôtre et le voisin. Et donc, le clown, le travail de clown, en tout cas, les exercices de clown permettent de trouver son propre équilibre. Super. Bon, sur ces belles paroles chargées de réflexion, parce qu'effectivement, se dire qu'on pourrait jouer sur ces deux clowns, ça suscite la réflexion et ça permet de se dire qu'on a peut-être des choses à modifier, à revoir dans notre comportement. Je te remercie infiniment pour ce moment qu'on a passé ensemble.